Bienvenue dans ce journal. La nouvelle tentative de recherche de pétrole en Guinée. Les eaux guinéennes sont fouillées pour une mission de supervision. Et puis, solidarité aux victimes de l'éboulement de Dar es Salaam. Le ministère de l'Administration apporte son soutien aux sinistrés. Et puis, la triste nouvelle est tombée ce matin. Notre confrère Ibrahima Silla est décédé des suites d'un AVC à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Dans sa volonté d'aider le secteur privé guinéen à devenir plus dynamique et plus compétitif, le président de la République a reçu en audience cet après-midi la société Singapour Coopération Entreprise, une société spécialisée dans le management des petites et moyennes entreprises. Mohamed Lamine Souma. Ils sont des experts en management pour le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises. Singapour Coopération Entreprise est en Guinée pour présenter au président Alpha Condé le programme de formation des cadres guinéens en technique managériale des entreprises. Il s'agira de les outiller en stratégie et approche à même d'amener les petites et moyennes entreprises à s'interaider et rivaliser pour devenir plus compétitives. Conçu pour 6 mois, le programme élaboré à cet effet devrait démarrer d'ici octobre prochain. Nous sommes très heureux de venir ici pour voir le Monsieur Excellence. En fait, on vient ici, le but c'est que pour la présentation, le programme, le projet de la information exclusive foncière au gouverneur de la Guinée. Ce projet, c'est un projet à long terme. Le but, c'est que former la capacité de management et le potentiel des gouverneurs de la Guinée. C'est aussi l'intention de Monsieur Sun pour organiser cette formation. Ça commencera le 1er janvier l'année prochaine. Pour la suite, c'est la période de préparation du programme. Il reviendra en septembre pour sélectionner des potentiels. Nous sommes très heureux, ouverts pour vous accueillir pour tous les excellents du gouvernement. Aujourd'hui, les performances des petites et moyennes entreprises singapouriennes font école dans les pays émergents. Le président Alpha Condé voudrait donc s'en inspirer. L'une des actualités de ce soir est le séjour de travail de la mission de la Task Force conduite par le général de corps d'armée Salou Djibo du Niger. Cette délégation a eu des séances de travail avec les secteurs publics et privés. Elle demande également aux autorités guinéennes la concrétisation de l'application réelle du chemin de libéralisation des échanges dans la sous-région. La finalité des travaux a été l'adoption de l'aide-mémoire. Maïmouna Beladialo, reportage. La visite de cette mission de la Task Force vise à solliciter l'appui politique des autorités guinéennes pour une application correcte du schéma de libéralisation des échanges SLE en Guinée. L'équipe de plaidoyer, composée d'éminentes personnalités de la sous-région, est allée à la rencontre des secteurs publics et privés du pays afin de recueillir leurs avis sur les difficultés inhérentes à la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Donc, notre objectif principal ici en Guinée, c'est de venir rencontrer tous les secteurs privés et étatiques pour discuter de la problématique du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, rencontrer également les ministres, les départements, ainsi que les hautes autorités de ce pays-là, pour solliciter leur appui politique. Et ensuite, la levée totale et durable de toutes les barrières tarifaires, informelles et les pratiques anormales. Après avoir évalué les manquements et fait des propositions pour la mise en œuvre effective du schéma de libéralisation des échanges, les deux parties ont formulé des recommandations. L'une des recommandations, par exemple, c'est la suppression des barrages. Des barrages aux frontières, la réalisation des activités d'information et de sensibilisation en faveur de toutes les parties prenantes, les opérateurs économiques, les populations, les forces de l'ordre, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et la douane, pour s'approprier les textes communautaires,
de la CEDEAO. C'est des engagements que chaque État devrait prendre pour l'effectivité du schéma de libération des échanges. Et vous savez que au niveau le plus haut, le niveau politique, les chefs d'État déjà ont pris cet engagement. Et il était question aussi de voir en détail au niveau de chaque État quelles sont certaines choses qui n'ont pas été mises en œuvre. Durant son séjour, la mission de la Task Force a revu l'état de mise en application des dispositions communautaires. Des dispositions relatives à la libre circulation des personnes, aux droits d'établissement et de résidence, notamment l'utilisation du passeport harmonisé CEDEAO et la suppression du permis de séjour pour les migrants originaires de la CEDEAO. Ce communiqué du ministère de l'économie et des finances, avant de poursuivre cette édition, le ministère de l'économie et des finances souhaite rappeler à toutes les sociétés publiques et celles à participation publique l'obligation annuelle de dépôt de leur état financier conformément aux articles 44, 45 et 46 de la loi L/2016/075 AN du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée. Le ministère invite les sociétés n'ayant pas encore déposé leur état financier pour l'exercice 2016 auprès de la Direction nationale du patrimoine de l'État et des investissements privés à bien vouloir le faire avant le 31 août 2017. Au-delà de ce délai, le ministère de l'économie et des finances usera des moyens légaux à sa disposition pour le respect de cette disposition. Le ministère de l'économie et des finances sait compter sur la collaboration de tous pour le strict respect de cette date. Coopération maritime guinéo-américaine pour la certification des installations portuaires. Ce dispositif visant à sécuriser et à fluidifier le trafic est évalué périodiquement par les gardes-côtes américains que les acteurs portuaires s'apprêtent à accueillir. Le point avec Fodé Camara. Depuis le 11 septembre 2001, date de l'attaque des 2 tours jumelles du World Trade Center, la sécurité des installations aéroportuaires et portuaires est devenue une priorité des autorités américaines. Aujourd'hui, au lendemain de l'ouverture d'une ligne directe entre les ports de Conakry et de Miami, des dispositions liées au respect scrupuleux du code ISPS de sûreté se multiplient au port autonome de Conakry. Depuis que nous sommes aux affaires, il y a des avancées au port parce que nous avons aujourd'hui un programme que nous avons mis en œuvre pour rénover tout ce qui est installation et ouvrage portuaire au port. Nous avons doté le port de vedettes, nous avons changé le pont bascule qui était mécanique en numérique. Nous avons aussi la réhabilitation des quais et nous avons 2 immeubles que nous devons faire bientôt au port. Avec un marché sous-régional très concurrentiel pour tenir le pari de la sûreté portuaire, les forces de sécurité, police et gendarmerie et les agents du contrôle d'exploitation sont équipés de détecteurs et de talkies, sans oublier des matériels roulants pour faciliter la mobilité au niveau de la plateforme portuaire. La collaboration avec les gardes-côtes américains nous a permis de renforcer nos capacités opérationnelles en termes de sûreté des installations, en termes de sûreté des navires. Les Américains viennent nous évaluer. Ils viennent contrôler la capacité des PFSO. Entendez les agents qui s'occupent de la sécurité des installations. Donc chaque année, cela permet à notre port d'être noté, cela permet à notre port d'être certifié, si vous voulez, en termes de qualité. Et ce n'est qu'un commencement, parce qu'ils nous ont encore promis des véhicules de patrouille que nous attendons très impatiemment. À partir de maintenant que nous avons les moyens de communication qui sont très importants en matière de sécurité, nous avons les appareils de détection, nous avons des moyens de déplacement. Honnêtement, sans vous mentir, vous allez voir un changement radical au niveau de la sécurité portuaire. Ce geste du tandem marine marchande port autonome survient à un moment où les gardes-côtes américains sont attendus pour leur évaluation périodique.
Comme annoncé au sommaire, une nouvelle tentative de recherche du pétrole en Guinée. Une technologie de pointe est mobilisée pour prospecter dans les eaux guinéennes. Une mission de supervision était récemment sur le site pour évaluer l'état d'avancement du projet. Pour l'Office national des pétroles, c'est le puits de tous les espoirs. Le point avec Falilou Diallo, Alassane Tondon Camara. 2 semaines après le lancement des opérations de fourrage depuis Fatala, l'heure est à la mise en place des différents mécanismes pour forer le pétrole. Déjà, le fourrage est à plus de 3800 mètres de profondeur sur cette plateforme pétrolière. Cette mission d'évaluation des responsables de l'Office national des pétroles vient apporter le soutien du gouvernement guinéen à la concrétisation de ce méga projet. C'est ce que nous demande le président de la République, qui nous dit d'être homme de terrain afin de s'assurer que les activités se déroulent conformément. Vous avez pu remarquer, nous avons visité la plateforme. Vous voyez le puits qui est en train d'être foré. Vous avez également visité la cabine de commandement où, à travers le robot sous-marin, vous avez pu regarder tout ce qui se passe à l'intérieur du puits. Le système BOP, qui est le système de sécurisation du puits, est également monté, de sorte que quand il y a anomalie dans le puits, c'est remonté et les dispositions sont prises pour corriger. C'est sur ce site que se joue l'avenir pétrolier de la Guinée. Avec ces équipements de dernière génération, les partenaires de la Guinée dans ce projet entendent mettre les bouchées doubles pour relever ce défi. Je remercie spécialement le directeur général de l'ONAP, M. Koulibaly, pour l'aide vraiment qu'il a tenue à donner à Hyper Dynamique à ce projet. Et nous nous demandons de prier pour le succès de ce projet et tous ceux qui y travaillent. C'est la 3e tentative de la Guinée dans la recherche pétrolière depuis les indépendances. Ce projet va coûter la bagatelle de 46 millions de dollars, financement entièrement couvert par les partenaires avec à la clé un partage de la production en cas de découverte. Mise en place au port de pêche de Bonfille de la mutuelle d'épargne et de crédit des pêcheurs, artisans et agriculteurs de Guinée, une mutuelle destinée à apporter des solutions à l'inaccessibilité des matériaux qui contribuent au développement de ces secteurs générateurs de revenus. Abdoulaye Diallo. Un ouf de soulagement pour les pêcheurs et les mareyeuses. Depuis ce matin, une mutuelle d'épargne et de crédit est ouverte à leur intention. Ce système de sécurité sociale couvre à la fois pêcheurs, artisans et agriculteurs. Il s'agit en réalité d'une reprise d'activité après 2 ans d'interruption pour des difficultés de gestion. La contrainte majeure qui a beaucoup joué sur nous, c'est la crise sociale qui émanait de la structure fêtière des organisations professionnelles de la pêche, c'est-à-dire l'Union nationale des pêcheurs artisans de Guinée, pour un problème de leadership et qui ont donné des instructions fermes à tous les chefs de port à ne pas ramousser nos prêts, ce qui a beaucoup joué sur nous. Mais heureusement, aujourd'hui, les gens se sont entendus et les membres de ces différentes caisses ont pris conscience à cotiser pour constituer maintenant un nouvel capital social. Fatoumata Souma est dans la pêche artisanale depuis des décennies. Elle bénéficie pour la première fois d'un crédit. Le montant est modeste mais suffisant pour soutenir son activité. Donc l'argent que moi j'ai eu là tout de suite là, je vais acheter la glace, j'achète l'essence, je donne les dépenses de mes pêcheurs pour aller en mer. Donc je suis très contente aujourd'hui. La réouverture de la mutuelle permet aux acteurs de la pêche artisanale de se prendre en charge et subvenir à leurs besoins. Elle va contribuer au développement de la filière. Avec cette relance, ça va changer le monde de la pêche artisanale. Donc on ne peut pas aider chacun une à une, mais dans le groupe, en coopérative ou en union, ou en association, ou en fédération, les pêcheurs peuvent aider. Pour éviter les pièges de la mauvaise gestion, un comité de surveillance composé de 14 membres est installé. Sa mission, contrôler et veiller au respect des termes de contrat entre les clients et la mutuelle. L'épuisement des ressources naturelles, une question qui reste d'actualité. Les aspects liés à la déforestation et l'érosion dans le haut bassin du fleuve Sénégal fait l'objet d'une étude diagnostique. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal entend, à travers cette étude qui concerne les préfectures de Mamon et de Dalaba, atténuer la forte dégradation des ressources renouvelables. Reportage Mamadou Patebaldé, Mohamed Kourouma.
Depuis quelques années, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a constaté une forte dégradation des ressources renouvelables dans le haut bassin du fleuve. Cette dégradation due à l'action de l'homme favorise la disparition de la faune et la flore, entraînant du coup une perturbation des facteurs climatiques. Dans le souci de lutter efficacement contre la déforestation dans toutes ses formes, l'OMVS a choisi ID Sahel, un cabinet d'études malien, pour entreprendre une étude diagnostique pour déterminer les causes de ce phénomène et envisager des solutions. Plusieurs études ont été menées et sont en train d'être menées pour inverser cette tendance de dégradation des ressources naturelles qui compromet les activités, compromet les conditions de vie des populations riveraines. Au lieu que nos projets ne soient ficelés à Conakry, à Dakar ou à Bamako, les gens viendront à la base, le long du fleuve, le long des cours d'eau, disons dans les préfectures, pour associer tout le monde à la réalisation de ce projet. Cette étude permettra aux experts de l'OMVS et aux populations riveraines d'élaborer un plan d'action assorti d'un calendrier de mise en œuvre visant à atténuer les effets néfastes du changement climatique. Si vous entendez partout, c'est la Guinée, c'est le Mali, c'est le Sénégal, c'est la Mauritanie. Pour réduire ce phénomène, il faut non seulement trouver des clôtures grillagées pour cette population, il faut aménager les plaines rizicultivables et il faut, n'est-ce pas, sensibiliser cette population qui entoure ce fleuve-là. Nous devons faire en sorte que les populations soient accompagnées dans leur quotidien, dans leur activité quotidienne, tant au niveau de l'agriculture, de l'élevage, et même de la préservation des eaux et forêts, mais aussi et surtout, d'une manière générale, il faut dire qu'il faut protéger la biodiversité. Partout, la mission a expliqué aux communautés les enjeux de cette étude. Une étude qui, à terme, va déterminer les causes réelles de la déforestation et de l'érosion des sols dans le haut bassin du fleuve Sénégal, de la Guinée et du Mali. Autre sujet d'actualité, du riz, de l'huile, des nattes et des vêtements, c'est le don qu'apporte le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation aux victimes de l'éboulement de Dar es Salaam. Une chaîne de solidarité qui n'a pas rompu depuis l'éboulement des ordures. La remise a eu lieu dans les locaux de la mairie de Ratouma. Mohamed Lamine Camara. 5 jours après le drame survenu à la décharge de Dar es Salaam, les 15 familles riveraines touchées par la catastrophe bénéficient de l'assistance du gouvernement. À travers le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le gouvernement fait un don de vivres, de vêtements, de savons et de nattes pour 148 sinistrés. Le ministre de l'Administration du Territoire, malgré qu'il est en congé, il nous a instruit de faire tout de suite une assistance alimentaire pour une période de 2 mois à ces sinistrés. Donc on a eu les familles d'accueil auxquelles on a donné une ration de 2 mois. On a eu les familles affectées auxquelles aussi on a donné une ration de 2 mois. Réconfortés par ces gestes, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance aux autorités. Le gouvernement guinéen et toutes les bonnes volontés nous ont prouvé qu'on est ensemble. Au président de la République, les mots me manquent pour le remerciement. Nous sommes contents, nous ne sommes pas contents pour ce qui s'est passé, le drame, mais l'assistance, ce que le gouvernement en un mot, en commençant par le président de la République et les membres du gouvernement, des ministres et autres. Donc, ce qu'on a vu, ils nous ont montré que la Guinée est une. Dans les prochains jours, le gouvernement envisage d'autres assistances pour mieux soulager les sinistrés de Dar es Salaam. À la page éducation, la qualité de l'enseignement passe par l'amélioration des compétences des enseignants. Ils sont 7149 enseignants à suivre des cours dans plusieurs disciplines. Cette formation aura un impact positif sur la retransmission des savoirs et connaissances aux élèves. Amadou Touré. À près de 20 jours de l'ouverture des classes, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation poursuit la formation des enseignants.
Ce sont 7149 enseignants dans l'ensemble et 2000 de la 3e cohorte qui suivent des cours en français, mathématiques et en pédagogie. À terme, le département veut rehausser le niveau des formateurs du primaire pour offrir un enseignement de base performant. Il nous a expliqué les méthodes d'enseignement, les 4 méthodes d'enseignement que je ne connaissais pas. On a trouvé la formation aujourd'hui par rapport au caractère d'un enseignant, les 10 caractères que je ne comprenais pas. Vraiment, aujourd'hui, je me réjouis de cette formation. Parmi ces groupes, de nombreux jeunes enseignants engagés à faire carrière dans ce métier, mais présentant un réel besoin de formation. Ça va changer beaucoup de choses parce que nous allons changer notre façon de travailler et cela va apporter beaucoup pour les enfants. Parce que quand un enseignant est bien formé, forcément l'enfant aussi sera, les élèves seront bien formés. À la fin de ces modules de formation, le ministre Ibrahima Khalil Konaté décide d'apporter plusieurs réformes à l'enseignement de base. Notre métier a 2 volets. Il y a la formation et l'évaluation. Cette année, on a appuyé sur l'évaluation. Vous avez vu le résultat. Les élèves vont s'en prendre à nous si on ne leur donne pas aussi la qualité de formation. Donc, dès l'ouverture, notre créneau, c'est la qualité de formation qu'il faut donner aux enfants. Si on va bien les évaluer, il faut qu'on les forme bien. Ces modules enseignés ici, comme sur l'ensemble des 33 directions préfectorales de l'éducation et les 5 directions communales de l'éducation, sont conçus et élaborés conformément au diagnostic posé par le comité de réflexion sur l'éducation mis en place par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, en 2016. Sans transition, à quoi servent les vacances scolaires? Un moment de détente, mais les interactions sociales sont différentes d'une famille à une autre. Si certains parents font de l'encadrement de leurs enfants une priorité pour mieux préparer la rentrée prochaine, d'autres par contre considèrent ce repos académique comme une grâce où il faut donner du temps aux enfants. Mohamed de Camara. Pour certains responsables de famille, ce moment de repos est une occasion de corriger certaines lacunes chez les enfants, mais aussi les occuper. Au-delà du temps de distraction dont jouissent les enfants pendant ces vacances, les parents soucieux du devenir de leurs enfants les envoient dans les centres de lecture coranique ou encore organisent des cours de vacances. Nous avons 3 petites filles sous notre toit. Et pendant ces vacances, dès au début, quand on a eu leur bulletin, on a regardé pour savoir les lacunes de chacune d'elles. Et nous nous occupons à corriger ces lacunes de nos enfants. À côté, nous avons pris un maître qui leur donne une initiation en connaissance de l'islam. Mais la plupart du temps, nous avons pensé que les enfants doivent s'amuser, se déstresser pendant ces vacances, dormir beaucoup, avec beaucoup de jouets, manger librement et se reposer. Bon nombre d'enfants, par contre, passent l'essentiel de cette période dans des salles de jeu ou sous des terrains de football. Je viens pendant les vacances là, je suis un footballeur. Je viens pour perdre le temps avec mes amis et encore avec mes petits. Et encore avec mes petits et mes grands. On vient juste pour s'amuser un peu, pour jouer. C'est malgré moi que je vois un enfant dans la rue. Et là, c'est l'occasion d'interpeller tous les parents d'élèves. On ne peut pas, tous les parents d'enfants, j'allais dire, on ne peut pas fuir sa propre responsabilité. Quelle que soit la situation, nous devons être forts à approcher nos enfants, à éviter de les stigmatiser, à les encadrer avec amour, avec tendresse. Ce temps de grandes vacances, la responsabilité des parents dans l'encadrement des enfants devrait être une priorité. Direction la ville des Agrumes où s'est tenue la 10e édition du camp international de la jeunesse sous le thème Jeunesse responsable et indépendante. Initié par le Lions Club, cet espace d'échange entre les jeunes de la sous-région est de les inciter à se prendre en charge et à être responsables. Moussa Bangoura. Ce carnaval géant annonce les couleurs du camp international de jeunesse à Kindia. Un camp qui enregistre la participation de 9 pays de la sous-région au compte du Lions et Léo Club International, district 403 A1. Le thème retenu cette année,
est une jeunesse responsable et indépendante. Ce que nous recherchons, c'est de rendre la jeunesse guinéenne et africaine responsable. Nous voulons qu'ils soient conscients du rôle qu'ils ont à jouer pour l'avenir de l'Afrique. Ce rendez-vous de Kindia a permis aux décideurs d'organiser une série de mises à niveau sur un certain nombre de sujets à l'intention des jeunes. Il s'agit notamment de la citoyenneté, de l'entrepreneuriat et du montage de projets. Par rapport à la restitution, nous allons continuer dans cette même lancée-là tout au long du mandat 2017-2018 pour que la jeunesse burkinabé et africaine partant de là puisse travailler à assumer ses responsabilités et donc à être responsable et indépendante vis-à-vis de certaines tâches. Nous leur recommandons vivement que ces recommandations soient mises à la disposition de toutes les jeunesses des différents pays pour que, comme je le disais, en dehors seulement des Lions Club, que toutes les jeunesses de nos différents pays changent de mentalité, aillent dans le bon sens et non s'aventurer. Véritable plateforme de partage d'expériences et d'expression du brassage culturel, cet événement juvénile était opportun pour le gouverneur de district 403A1 d'encourager quelques membres leaders pour leur dévouement dans l'humanitaire à travers le Lions Club. Toujours dans l'actualité nationale, l'Association des blogueurs de Guinée et ses partenaires techniques et financiers étaient en concertation. Il a été question d'informer les acteurs de la société civile et le gouvernement sur le processus d'adhésion. Ceci permettra aux citoyens de mieux accéder aux informations liées à l'action publique. Mama Issata Kamara, reportage. La Guinée sur le point d'adhérer au partenariat pour un gouvernement ouvert. L'initiative permet aux citoyens de mieux accéder aux informations liées à l'action publique. Ici, des représentants d'institutions internationales échangent avec les blogueurs du pays. La concertation prépare les acteurs de la société civile à jouer un rôle dynamique dans ce partenariat pour un gouvernement ouvert. Nous avons suffisamment d'informations déjà à partager avec les acteurs de la société civile pour qu'ensemble on puisse mettre au niveau de la société civile déjà un cadre de concertation pour pouvoir accompagner le gouvernement à atteindre cet objectif qui est l'adhésion et aussi le respect des engagements du partenariat pour un gouvernement ouvert. Nous pensons que le partenariat pour un gouvernement ouvert va créer les conditions qui permettent non seulement au gouvernement et à la société civile de pouvoir travailler sur des aspects que je viens d'énumérer pour que nous puissions non seulement avoir un impact direct sur le quotidien du Guinéen, mais aussi améliorer l'image de notre pays et la gouvernance de façon générale. Le partenariat pour un gouvernement ouvert, c'est une initiative qui essaie d'encourager les pays à être beaucoup plus ouverts dans le partage des informations et qui vise aussi à améliorer la gouvernance et utiliser les nouvelles technologies pour que les informations soient accessibles aux citoyens. Le gouvernement ne peut pas tout faire, donc le gouvernement a besoin de la société civile. Et cette société civile aussi a son rôle à jouer, parce que étant donné que le gouvernement ne peut pas tout faire, la société civile a son rôle à jouer. Et ce rôle, c'est quoi? C'est d'aider le gouvernement à mieux faire son travail. En quoi faisant? En remontant les informations, parce que le gouvernement n'est pas partout, mais la société civile est un peu partout. Avant d'accéder au partenariat pour un gouvernement ouvert, certaines barrières restent cependant à franchir. Mais la mobilisation des acteurs pourrait accélérer le processus. La Guinée qui souhaiterait adhérer en fait à ce partenariat pour un gouvernement ouvert. Le président Alpha Condé a adressé une lettre en décembre 2016 à la France pour manifester donc le souhait de la Guinée d'adhérer à ce partenariat pour un gouvernement ouvert. Alors pour pouvoir y adhérer, il y a des critères, il faut que le pays en question respecte un certain nombre de critères. Donc, parmi ces critères, il y a des critères liés à la transparence budgétaire, au respect des règles démocratiques, et puis il y a des critères tenant à la possibilité pour les citoyens d'avoir accès
à l'information sur les lois, sur les pratiques administratives, sur le fonctionnement de l'administration. Après cette concertation, d'autres échanges sont prévus entre la société civile et le gouvernement pour la mise en place d'un comité technique propre à la Guinée. C'est ce comité qui réfléchira sur les stratégies d'adhésion du pays à la nouvelle structure multilatérale de gouvernance et de transparence. Rendons-nous aux États-Unis pour parler de la lutte contre l'excision. Il s'agit de la 3e édition de Vacances sans excision. À travers une caravane, les organisateurs expliquent aux jeunes filles les conséquences liées à cette pratique. Fatmata Samora est notre correspondante basée à New York. Pour cette 3e édition de Vacances sans excision, la branche américaine du comité interafricain a misé gros. Une 50aine d'enfants sont amenés à la campagne pour toute une journée de découverte et d'initiation. Irène et Oumé font partie de la caravane. Elles contemplent pour la première fois une case, une maison en bambou. J'ai appris beaucoup de choses pendant cette excursion, telles que les modes de vie en Afrique, au Kenya par exemple, ou en Afrique de l'Ouest. J'ai également appris comment la société était-elle organisée ici. Quant à moi, j'ai découvert les pratiques néfastes à la santé des filles en Afrique. Et dorénavant, je saurai me protéger contre l'excision. Je demande à tous les parents d'arrêter de faire exciser leurs filles. Loin des gratte-ciel de Washington DC ou de Maryland, ces enfants apprennent à être des adultes de demain, comme en Afrique, dans la case des initiés. L'objectif recherché par la branche américaine du comité interafricain est de prouver que l'on peut inculquer à la future génération nos coutumes et traditions sans passer par l'excision. Vacances sans excision, c'est une éducation, une sensibilisation, non seulement au niveau des parents, mais une éducation des enfants. Nous avons choisi le campement, le village. Et les enfants ont appris, ils sont partis à la sortie, ils ont vu les animaux, ils ont vu pas mal de choses. On tient beaucoup à notre culture et à nos mœurs, à nos traditions, mais il y a de ces coutumes, il y a de ces traditions néfastes que nous devons vraiment laisser. Et l'une de ces traditions néfastes, c'est l'excision. Donc, Vacances sans excision enseigne et éduque les enfants sur toutes les pratiques qui se passent en Afrique, précisément en Guinée, et y compris les pratiques néfastes. En Guinée, l'excision refait surface. 98% est le taux d'excision pratiqué dans le pays. Un pays qui occupe la 2e place après la Somalie. Une triste réalité que le comité interafricain veut éviter à tout prix. Cela à travers découvertes, initiations, chants et danses du terroir. Le monde des médias guinéens en deuil. Le journaliste Ibra Massila, communément appelé Ibra, a rangé à jamais son micro et sa belle plume. Journaliste émérite, monsieur allergique aux fautes, a tiré sa révérence. Oui, la couleur du temps s'est assombrée hier nuit pour cet homme disponible, jovial et passionné du métier à l'hôpital sino-guinéen d'Équipé des suites d'un accident vasculaire cérébral. Toute la presse est affligée par sa disparition. Arraché à notre affection, notre ami et frère Ibra laisse derrière lui et sans un dernier regard 2 veuves et 7 garçons. Isidore Gonananamo de Tungarata. Tristesse et désolation se lisent ici sur tous les visages. Ces journalistes et personnels de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire viennent de perdre un des leurs. Il s'agit du journaliste Ibrahim Massila, Ibra pour les intimes. Journaliste émérite, Ibrahim Massila est de la génération des géants qui ont posé les bases de la télévision nationale avant de participer activement à la formation de nombreux journalistes de la nouvelle génération. Ibrahim Massila, c'est d'abord un professionnel
C'est quelqu'un qui a aimé le métier de journalisme et qui est venu à ce métier par passion. Personnellement, c'est quelqu'un de très propre et très méticuleux. Et professionnellement, c'est quelqu'un de bien formé, bien calé et bien attentif à tous les détails. Aujourd'hui, c'est une très très grande perte pour le paysage médiatique guinéen. Toute presse confondue, parce que ce soit la presse privée ou la presse publique, chacun, vous nous avez côtoyé à la coordination nationale Ebola et toute la mobilisation reposait sur Ibrahima Silla. Après avoir passé la quasi-totalité de sa carrière à la RTG, Ibrahima Silla servira au CNC avant d'être détaché pour servir comme assistant à la cellule de communication de la coordination de lutte contre Ebola. Cellule qui, après la fin de l'épidémie à virus Ebola, va devenir Agence nationale de la sécurité sanitaire. Et Ibrahima Silla sera le chef du département communication de cette cellule. C'est dans l'exercice de cette noble fonction que le destin l'a rattrapé. Frappé par un AVC, Ibra nous a quittés pour toujours. Je retiens de cela un grand professionnel, un grand communicateur, qui nous a aidés à élaborer nos messages de sensibilisation et d'engagement communautaire. Et il était très disponible, car à l'agence, parfois, on restait très tard dans la nuit pour travailler. Et Ibrahima ne quittait jamais son poste sans se faire son résumé de la journée et nous commenter. C'est lui qui tenait notre site et il assurait la cohésion. Il était toujours gai, on ne l'a jamais vu énervé, malgré le poids et les charges de notre travail. Pour rendre un hommage mérité à cette figure de la presse guinéenne, les responsables de la radio-diffusion-télévision guinéenne et de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire prévoient le mardi 29 août 2017 un grand symposium de témoignages à la RTG Coloma, après la levée du corps ici, à l'hôpital sino-guinéen. L'enterrement de notre confrère Ibrahima Silla est prévu le même mardi à partir de 14 h au cimetière de Cameroun. C'est un samedi noir à la RTG Coloma. Mohamed Camara, caméraman basé au bureau de presse de l'Assemblée nationale, est aussi décédé dans la nuit du vendredi à samedi à Kamsar, où il a été inhumé cet après-midi. Voilà, mesdames et messieurs, la mort d'un être cher blesse, mais aucune personne ne fera l'objet d'une exception, qu'Allah nous donne la force et la patience d'affronter cette épreuve et qu'il accorde sa clémence et sa miséricorde aux défunts Ibrahima Silla, Mohamed Camara. Bonsoir à tous.